pendant la conférence cet après-midi à l'école, j'ai complètement oublié de vous parler de quelque chose d'important, une piste importante qui peut vous être utile dans vos projets, dans l'élaboration de vos projets pour des métaverses. C'était la continuité de la réflexion sur Marshall McLuhan, c'est-à-dire il faut se poser la question de à quoi sert un outil. Hein, c'est déjà la première question fondamentale quand on utilise un outil, quand on exploite un outil, comme je vous l'ai expliqué, c'est de se poser la question qu'est-ce que cet outil amplifie. Et en fait, les métaverses, qui sont dans la continuité à la fois, je dirais, des MMORPG, des jeux multiplayer, online role-playing game, hein, en ligne, donc des jeux de rôle en ligne, mais ils sont aussi dans la continuité des réseaux sociaux numériques. Et donc, qu'est-ce qu'un réseau social numérique amplifie, hein, comme quand l'appareil photo, par exemple, amplifie la mémoire, est un amplificateur de mémoire, l'automobile un amplificateur de la marche, les réseaux sociaux numériques sont des amplificateurs existentiels. Ça sert à amplifier l'existence, l'identité, la personnalité, la sociabilité d'une personne, de l'utilisateur. Hein. Et comment on se construit? On se construit à travers les relations sociales. Essentiellement. Hein. Dès l'enfance, on se construit à travers les relations sociales avec les proches biologiques, hein, les parents en particulier, mais pas que, l'ensemble des proches, et puis ensuite avec l'école, avec les enseignants, avec les copains, avec la communauté biologique autour, mais, et ça c'est important, c'est la société dans laquelle nous sommes entrés à partir du XXe siècle, hein, nous construisons à travers les masses médias. C'est-à-dire à travers un espace informationnel, un métaverse déjà, qui existe, qui est composé de l'ensemble des masses médias qui nous entourent. Et les jeunes actuellement, les nouvelles générations, se construisent à la fois à travers les relations biologiques interpersonnelles, hein, directes, mais aussi, et essentiellement, à travers les masses médias. Le jeune enfant va s'entourer, hein, très tôt, il va s'entourer d'images, de films, de jouets, d'objets, qui lui servent à qui sont à l'image de ce qu'il pense être ou de ce qu'il voudrait être. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, hein, c'est-à-dire que chaque enfant, au sein d'une même famille, va aller chercher dans l'espace médiatique, masse médiatique, les éléments qui lui plaisent et qui sont souvent très différents de ceux que vont choisir comment on va dire, les amplificateurs existentiels qui lui correspondent et qui sont souvent très différents de ceux que choisiront les frères, les sœurs et les autres proches. Alors, à partir de là, on se pose la question du métaverse, c'est-à-dire que les réseaux sociaux numériques sont des éléments d'un métaverse, hein, qui est l'ensemble du cyberespace. Mais les métaverses ont comme particularité de simuler, de mettre en espace, se situer à l'intérieur d'un espace virtuel, réaliste ou pas, hein, puisque dans Second Life on peut voler, et de faciliter, de générer des rapports, des relations sociales dématérialisées à travers les avatars à la troisième personne, ce qui est très particulier. Donc c'est la continuité de ce que j'avais commencé à expliquer justement sur la projection à travers les talking heads ou la projection à travers un avatar à la troisième personne, qui implique beaucoup plus le subconscient. Et en fait, l'enfant, comme l'utilisateur adulte, dans les utilisations qu'il va faire de Second Life ou des autres métaverses, c'est développer des relations sociales dématérialisées fortes, intenses, avec d'autres humains. Ça c'est très important, on n'est pas en relation avec des bots, hein, avec des robots, on est en relation avec d'autres humains. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît, je dirais, la part essentielle, la part importante qui caractérise les métaverses. Hein. Et donc, si on développe des projets, si on réfléchit à des projets sur les métaverses, il faut se poser la question de qu'est-ce qui est spécifique par rapport aux autres médias, au cinéma, aux jeux vidéo, à tout un tas d'autres dispositifs. Qu'est-ce qui est spécifique aux métaverses? Alors déjà, il faut penser que beaucoup de jeux vidéo qui sont des MMORPG, on dit que ce sont des métaverses, mais en fait, il faut penser que ça reste des jeux vidéo. Hein, même s'ils ont une dimension en apparence de métaverse, il y a une dramaturgie.
hein. Ce qui caractérise un jeu, c'est qu'il y a une dramaturgie. Hein. Il y a un scénario, une dramaturgie qui a été conçue. Et donc, on va avoir un phénomène à travers les avatars à troisième personne et la relation sociale dans le jeu vidéo, à des relations qui ressemblent aux relations de métaverse, mais en fait, on est dans un jeu. Ce qui change énormément les choses. Parce qu'un jeu, il y a un enjeu, d'une part, et il y a une distanciation qui se crée. C'est-à-dire, vous êtes en train de jouer hein, de façon consciente, officielle, affirmée, à une dramaturgie de fiction. Les métaverses, et en particulier Second Life est un bon exemple, c'est avant tout, même s'il y a des jeux à l'intérieur du métaverse, c'est avant tout un réseau social. Hein. Donc les pratiques que les gens vont avoir, la majorité des gens dans les métaverses, ce sont des relations sociales, dématérialisées, comme ils ont dans Facebook par exemple, ou dans d'autres réseaux sociaux. Mais au lieu d'être en Talking Heads, on est à la troisième personne avec des personnages qui ne ressemblent pas, qui ne nous ressemblent pas physiquement, qui peuvent un petit peu nous ressembler, mais qui en général sont très très différents. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'apparaît dans les métaverses une relation très particulière, hein, quelque chose qui les caractérise. Et moi, j'appelle ça les dividualités. C'est-à-dire vont apparaître des individualités. Alors, qu'est-ce que ce sont les individualités? Un individu, en fait, je dis souvent, le XXe siècle a cassé l'insécable et casser l'individu. Dans le sens que l'insécable, c'est la bombe atomique. Hein. L'atome n'était pas sécable, on le croyait dans l'Antiquité. En réalité, la bombe atomique a cassé l'atome et a d'ailleurs généré une explosion, littéralement, pas seulement réelle, mais aussi un changement de paradigme social. Les masses médias, les réseaux sociaux numériques, toute cette nouvelle génération d'outils a cassé l'individu. Nous ne sommes plus le XXe siècle. Au XXe siècle, nous sommes composés d'une multitude d'individus. Et par exemple, alors, qui faisait ça avant? C'était les acteurs, les comédiens, les acteurs, les metteurs en scène. Hein. C'est notre boulot de générer des individus dans des univers de fiction, mais pas que. Alors, ce que je veux dire par individu, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, nous avons déjà naturellement plusieurs individus. Nous pouvons être différents selon qu'on est dans la relation professionnelle, hein, au boulot. Et puis, quand on retourne dans l'intimité de la famille, on a une autre individualité qui émerge, une autre personnalité. Et ces différences de personnalité peuvent être énormes. Hein. Il y a des gens qui peuvent être extrêmement différents en termes d'individus entre leur personnalité au travail et leur personnalité à la maison, hein, dans l'intimité. Et lorsque nous jouons à des loisirs, lorsque nous pratiquons des loisirs, un sport par exemple, eh bien un autre individu, un autre nous-mêmes émerge pendant la période de loisirs, et ainsi de suite. Ce qui se passe avec les réseaux sociaux numériques et surtout avec les métaverses, hein, avec les avatars des métaverses, c'est que nous avons des relations sociales dématérialisées intenses, fortes, émotionnelles, avec d'autres humains, mais sous des formes physiques, sous une apparence physique extraordinaire, grandiloquente, fictive. Hein, on peut être un ange, on peut être un démon, on peut être un dragon, on peut être ce que font la plupart des gens, notre alter ego sexuel, hein, c'est-à-dire souvent les hommes vont faire l'expérience de la relation dématérialisée avec une identité féminine, une identité physique féminine, et réciproquement. Et c'est pas juste les hommes qui font ça, ce sont aussi les femmes. Il y a énormément de femmes qui pratiquent Second Life et qui vont faire l'expérience de l'identité masculine. Et la différence, la particularité, c'est qu'on ne va pas faire ça dans un espace de fiction, avec des bots ou avec des créatures répétitives. On va faire ça avec d'autres humains. Donc on se met intensivement à développer des relations sociales fortes avec des individus, des individualités exotiques, étranges. Et ça va générer en nous d'autres personnalités. Hein, ça va nous permettre d'enrichir notre identité par de nouvelles formes de relations sociales, souvent exotiques et extraordinaires. Et loin de nous faire perdre pied, c'est-à-dire nous faire perdre notre relation à l'identité, ça c'est la grande peur de l'humanité, une peur qui en réalité existe très peu, n'existe que dans des cas pathologiques, c'est de confondre l'imaginaire et la réalité.
En fait, notre esprit passe son temps à vérifier avec énormément d'accuracy ce qui est dans le domaine du trompe-l'œil et ce qui est du réel. C'est essentiel pour notre survie depuis l'aube de l'humanité de ne pas mélanger imaginaire et réalité. Et donc, ce qu'on découvre avec les réseaux sociaux numériques, c'est qu'on peut aller extrêmement loin. C'est-à-dire la zone d'exploration de nos différentes individualités peut aller extrêmement loin sans danger. Majoritairement, c'est-à-dire en restant intègre. Les amateurs de jeux de rôle connaissent bien le problème avec cette peur qui en fait n'existe pas. Cette peur, souvent le maître de donjon dit ne confonds pas ton personnage avec toi-même. Comme si on pouvait le faire, en fait, en réalité. Mais ça n'est que l'expression d'une peur. Il faut avoir un problème pathologique au niveau cognitif pour confondre son chevalier guerrier chaotique du jeu de rôle avec notre réelle personnalité. Par contre, on peut s'en nourrir et aller très très loin. C'est l'expérience que j'ai faite dans Second Life avec mon avatar Deal que j'avais commencé à raconter, mais je me suis un peu éparpillé dans différentes voies. Et donc, je crée un personnage que j'appelle Deal, qui est mon personnage de fiction, et elle va m'entraîner. Petit à petit, elle va avoir des relations sociales fortes. Elle fonctionne bien. Ça aussi, c'est important. Vous pouvez avoir plein d'avatars. Et puis, parmi les 10 avatars que vous créez, avec des physiques différents, des comportements différents, il y en a certains qui vont marcher et d'autres pas, comme des vêtements. C'est comme des vêtements qu'on endosse et où on se sent à l'aise ou pas. Et donc, ce personnage, cette expérience de cross-média que j'ai faite en incarnant mon héroïne de science-fiction de mon roman dans le métaverse de Second Life, m'a permis, comme tout auteur, c'est un peu une référence aussi à 6 personnages en 4 d'auteur de Pirandello, c'est qu'au bout d'un moment, Deal a pris vie. Elle est devenue une part de moi-même, une de mes individualités, avec des expériences et une vie sociale forte. Donc, je vais écourter parce que dans le cadre d'un projet de développement spécifique au sein des métaverses, dans un métaverse et en particulier pour les enfants, c'est une piste essentielle. Alors je vous explique. Caractéristique des métaverses, c'est-à-dire que lorsque je suis arrivé dans Second Life en 2007, j'ai rencontré la femme de Peter Greenaway, qui est artiste, qui est artiste sur Second Life, qui fait des œuvres d'art sur Second Life, et elle m'a dit que Peter Greenaway en 2007, elle s'appelait Borjovski, son avatar s'appelait Borjovski à l'époque. Et elle m'avait dit que Peter Greenaway, autour de 2006-2005, lui avait dit, quand il a découvert Second Life, que depuis que Second Life existe, le cinéma est mort. Alors, c'est exagéré bien sûr, mais en même temps c'est d'une pertinence absolue. Alors évidemment le cinéma n'a pas été tué par Second Life et les mondes persistants, et encore, il faut voir, il continuera de perdurer et d'exister. Mais ce qu'il veut dire, je pense, c'est que en fait, un métaverse est beaucoup plus puissant en termes d'immersion que le cinéma, parce que vous êtes le héros de votre propre fiction. C'est ça qui est très important à comprendre et qui différencie les métaverses des médias traditionnels, c'est que vous êtes acteur dans le monde virtuel. Et donc le travail du scénographe et du metteur en scène, bien sûr, vous pouvez reproduire des dramaturgies de type cinématographique ou littéraire en les mettant en scène dans Second Life ou autre métaverse, mais le travail de metteur en scène, c'est plus, je dirais, un travail de scénographe. C'est-à-dire, ce que les gens cherchent dans les métaverses, c'est des relations sociales dématérialisées, des relations sociales fortes, mais aussi de vivre des événements sociaux qui leur plaisent, qui sont puissants. Et donc le travail de metteur en scène pour les métaverses, c'est un travail c'est ce que je dis, de scénographe. C'est-à-dire que vous devez mettre en place des dispositifs qui favorisent un investissement fictif et émotionnel de la part des utilisateurs. C'est-à-dire se retrouver, c'est l'utilisateur qui va en fait se créer sa propre histoire au travers du labyrinthe, du décor, du dispositif, des événements que vous avez aménagés dans l'espace du métaverse. Donc c'est pas du tout la même relation qu'une fiction traditionnelle. Notre boulot dans les métaverses, c'est de générer, c'est des expériences que j'ai faites et qui marchent très très bien, c'est donc de générer des espaces qui vont déclencher des séquences événementielles que
que l'utilisateur va interpréter lui-même, c'est-à-dire qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Hein, mais c'est comme dans le réel. C'est dans le réel, vous arrivez dans une zone et là, il va se passer quelque chose. Dans un espace urbain, dans un bar, etc., il va y avoir des séquences événementielles qui vont être déterminées à la fois par le lieu, le décor et les gens qu'on va y rencontrer. Et dans Second Life, par exemple, c'est un très très bon exemple, on va avoir des tas de lieux dédiés déjà, avec des aménagements spécifiques que font la plupart des utilisateurs, on dit des builders dans Second Life, où ils vont créer un espace où les gens vont plutôt venir parce qu'on a une ambiance de tel type ou de tel autre. Et à l'intérieur de cet espace, qui est inspiré souvent de fiction, d'espaces de fiction, hein, d'espaces ou d'espaces historiques ou de lieux emblématiques, les gens vont générer leur propre dramaturgie. Hein. Et si en plus vous renforcez les choses, bah ça marche à 200%. Alors pour vous donner un exemple très concret, il y a déjà plusieurs communautés connues dans Second Life qui sont des communautés vidéoludiques qui sont basées sur des thématiques. Il y a par exemple les vampires, hein, il y a Gore, il y a les vampires, il y a les Furies et les Neko que j'avais évoqués pendant la conférence. Alors je vais prendre les vampires par exemple. Le dispositif en fait scénaristique des vampires, en fait, ce sont des petits logiciels, des petits programmes que vous intégrez à votre avatar et qui va respecter des règles de jeu de rôle. C'est-à-dire que vous avez une obligation de faire le plus de victimes possible en tant que vampire au sein même du monde de Second Life. Hein. C'est assez bien vu le dispositif des vampires parce qu'il est au sein même de l'espace Second Life. Vous pouvez faire partie des vampires et vous pouvez pas du tout être au courant qu'il y a des vampires dans les gens que vous côtoyez, les avatars que vous côtoyez. Mais si vous êtes un vampire, vous avez un petit logiciel associé qui comptabilise le nombre de personnes que vous avez réussi à vampiriser. Hein, vous gagnez des points à chaque fois que vous vampirisez quelqu'un par une action qui est une action un peu spécifique au sein du Meta World. C'est de vampiriser quelqu'un, vous comptabilisez vos points, et puis la personne, si elle est vampirisée, peut devenir un vampire elle-même. Hein, c'est-à-dire vous transmettez, via le logiciel, vous transmettez en fait sa nature de vampire. Donc on a un dispositif scénaristique qui est un dispositif informatique qui est basé sur des règles de jeu de rôle, en fait, et qui est greffé à l'intérieur du métaverse. Donc, qui fonctionne à l'intérieur de l'univers. L'univers, dans le BDSM, par exemple, vous avez aussi des navigateurs spéciaux. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être contraint dans les métaverses. C'est-à-dire, si vous êtes prisonnier, par exemple, c'est que vous l'avez bien voulu, parce qu'il vous suffit de cliquer sur un bouton et vous vous libérez d'une prison ou de n'importe quelle contrainte qui pourrait émerger dans le jeu. Ils ont créé, donc dans un dispositif vidéoludique parallèle créé par la communauté BDSM de Second Life, ils ont créé un navigateur spécialisé qui fait que les soumis ne peuvent pas se déconnecter, non pas ils peuvent toujours se déconnecter du MetaWorld, mais ils ne peuvent pas se libérer d'une contrainte imposée par un dispositif dans le monde virtuel. Hein, et voilà. Donc ça, c'est encore un dispositif vidéoludique spécifique, dramaturgique spécifique à l'univers des métaverses. Donc, il y a, bon, je vais résumer, enfin je ne vais pas m'attarder sur tous ces dispositifs-là, qui sont des dispositifs de jeu au sein même de l'univers du métaverse. Et il faut penser que, par exemple, Second Life, sans doute la majorité des métaverses, n'ont pas de règles de jeu. C'est les utilisateurs eux-mêmes qui créent leurs propres règles et leurs propres dispositifs. Tout ça pour dire que la conception d'une dramaturgie pour un métaverse est une conception, je dirais, de scénographie et de dispositifs propres qui vont générer leur propre dramaturgie au sein même du monde virtuel. Et ça peut agréger énormément d'utilisateurs. Donc si vous travaillez sur un projet spécifique au métaverse, hein, rien ne vous empêche de faire des fictions, de mettre en place des dispositifs avec des bots, hein, des avatars qui sont automatisés, qui répètent les mêmes actions et les mêmes choses, ce qui marche très bien dans les jeux vidéo. Mais ce qui est spécifique au métaverse, c'est que là, il faut mettre en scène d'autres humains. Hein, d'autres humains qui vont participer à des relations soit ludiques, soit pas du tout ludiques d'ailleurs, hein, c'est-à-dire le simple fait de concevoir un certain type de vêtements et unifier un peu tout ça est une forme de création dans les métaverses. Et l'autre chose importante à savoir aussi, c'est la notion de builder. Outre les relations affectives, les relations sociales et les relations sexuelles, cybersexuelles dans le métaverse, les gens consacrent aussi énormément d'énergie, de temps, à créer des galeries d'art, par exemple. C'est très intéressant.
à builder, en e-builder, alors donc construire des maisons, construire des bâtiments, les revendre aussi, hein, ça fait partie des grandes activités des métavers, c'est la vente, c'est le commerce. Donc vous pouvez très très bien imaginer pour des utilisateurs, que ce soit des enfants ou des adultes, par exemple des magasins spécialisés dans la vente d'un certain type de jouets dans le métaverse. Ça par exemple, c'est une idée. Et donc la caractéristique, ça sera l'intelligence du jouet, son design, ses références. Hein. C'est donc une boutique de magasin de jouets pour enfants dans le métaverse me paraît une très bonne piste, par exemple, pour chercher un scénario spécifique au métaverse. L'autre opération, c'est la mise en place donc forcément d'espaces ludiques, hein, de parcs, de jardins. Par exemple, ils ont reconstitué Svarga, qui était une région dans Second Life qui a été très célèbre, hein, parce qu'elle attirait énormément d'utilisateurs. C'était un espèce de jardin, c'était les jardins d'Apollon, ou Svarga, qui était un espace en fait idyllique, utopique, inspiré de l'Antiquité grecque, ou romaine d'ailleurs, c'est pas forcément très clair, et avec des bains, des lacs, des temples abandonnés, des choses comme ça, donc un espace où il n'y avait pas d'événements dramaturgiques particuliers, sinon un espace dans lequel les gens se plaisaient. En fait, il a été très très fréquenté, il est toujours d'ailleurs, hein, puisqu'il a été reconstitué par Second Life, où les gens se plaisaient à aller se promener, quand on se promène dans un jardin naturel, mais là on était dans un jardin imaginaire, très joli d'ailleurs, ça fonctionnait très très bien. C'était devenu un lieu de rencontre, un lieu de drague, un lieu de conversation. Donc c'était les jardins de Svarga par exemple. Ça c'est un dispositif vraiment caractéristique aussi des métaverses. Hein. C'est-à-dire que l'histoire est décrite par le lieu même qui a été créé. Donc, dans un projet sur lequel vous travaillez pour des enfants, on peut très très bien imaginer de travailler sur des univers, comme je vous expliquais aussi, métaphoriques, hein, des univers, les enfants aiment énormément les métaphores, et qui fait référence par exemple au grand mème des contes de fées. Hein, c'est-à-dire, vous remettez en scène un espace qui fait référence au conte de Grimm ou à des choses comme ça, où on peut imaginer que l'enfant va prendre plaisir à se balader, à inviter ses camarades. Aussi, l'autre chose très très importante, donc c'est revenir sur la notion de réseau social, et les enfants fonctionnent aussi très très bien sur cette notion de réseau social, hein, c'est-à-dire que c'est un lieu où on va inviter ses amis, on va discuter avec ses amis, et il y a plein de choses à inventer spécifiquement pour les enfants, des espaces vidéoludiques dynamiques au sein des métaverses que les enfants vont particulièrement apprécier. Apprécier pour les explorer, mais surtout, et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, apprécier pour y inviter leurs camarades. Hein, c'est des espaces de rencontre, de discussion, etc. C'est ça qui, je crois, est un élément très important à bien retenir, à bien mettre en exergue. C'est ce qui fait la spécificité des métaverses. C'est des lieux, des espaces de convivialité sociale. Comme je vous l'avais montré, par exemple, on va ensemble, entre avatars, faire un truc complètement absurde et surréaliste, qui est d'aller regarder un film, comme on l'a fait au début de la conférence, hein, quand je vous ai projeté le film de Tutsi Navaratna, c'est d'aller regarder un film dans le métaverse. Donc c'est moins bon, puisqu'on regarde le film dans une petite fenêtre qui est dans l'espace virtuel. Mais on y rajoute un phénomène étrange, c'est la convivialité. C'est-à-dire qu'on préfère, à la limite dans certains cas, regarder ce film à 5 ou 6 en avatar, assis dans une fausse salle de cinéma, pour, non pas le film finalement, mais pour l'effet de convivialité, de proximité que génère le fait de regarder ce film ensemble. Il y a une dimension symbolique, mais cette dimension symbolique et métaphorique est active. Hein, Marshall McLuhan appelle ça des métaphores actives. Hein, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas neutres, c'est pas juste un jeu métaphorique. Il y a un investissement émotionnel, sensuel, personnel dedans. Et petit à petit, on finit par développer donc ce que j'appelle des individualités exotiques. Et le dernier point, qui est une piste aussi importante, que vous pouvez explorer, donc outre raisonner sur la spécificité de l'outil d'amplification de réseau social qu'est le métaverse, c'est aussi ce que j'ai appelé la cyberesthésie. Alors je voulais évoquer la cyberesthésie, c'est en fait on utilisait le mot empathie pour décrire la capacité qu'on avait à se projeter sur un dispositif, par exemple une automobile.
C'est-à-dire l'empathie, c'était à la fois dans mon enfance, on utilisait ce terme-là pour décrire la capacité à percevoir les émotions des autres, et c'est toujours le cas, mais on l'utilisait aussi pour décrire notre capacité à nous projeter sur une automobile. Par exemple, un bon conducteur étend son champ de proprioception et d'extéroception sur le véhicule, et donc hors de lui-même. Et un bon conducteur sait par exemple au centimètre près où se trouve son pare-choc. C'est-à-dire c'est extraordinaire. Alors il n'y a pas que l'humain qui fait ça. Les animaux ont une cyberesthésie aussi. Ils ont une appréhension de leur espace extérieur et peuvent très très bien. On l'a vu par exemple avec ces images de chats très rigolotes qui font du skateboard. Il y a des chats qui font du skateboard. C'est-à-dire qu'ils ont étendu leur champ de proprioception et d'extéroception sur le skateboard. Les avatars sont des outils cyberesthésiques, c'est-à-dire que nous avons la capacité d'étendre notre champ de perception et notre champ de conscience au-delà de notre corps à travers les avatars, et en particulier les avatars à la troisième personne grâce au phénomène dont je vous ai parlé de projection, de réseau de neurones miroirs qui se projettent sur l'avatar à la troisième personne, sur un personnage en pied. Et donc cette capacité de cyberesthésie étend aussi notre champ de conscience à l'échelle de la planète. Les réseaux sociaux numériques font que nous finissons par acquérir une espèce de conscience très particulière, notre cerveau, notre esprit, en étendant son champ de conscience sur le réseau, sur le cyberespace, étend notre cyberesthésie à l'échelle de la planète entière. Et donc, vous pouvez aussi travailler sur des processus, des dispositifs cyberesthésiques qui vont permettre à l'utilisateur d'interagir avec des dispositifs au sein du métaverse, avec aussi des dispositifs éventuellement haptiques, ça c'est le futur, c'est de recevoir des stimulations physiques en relation avec le métavers, et qui vont aussi amplifier les relations que nous pouvons entretenir avec les autres avatars, et par l'intermédiaire de tout le dispositif immersif. Voilà, bon, je ne vais pas m'attarder plus longtemps parce que c'est assez complexe, mais donc ça me paraissait important quand même de rajouter cette petite réflexion que j'avais oublié de vous faire pendant la conférence, et qui peut être une bonne piste de travail, en particulier la notion d'individualité, et donc cette notion de créer des espaces scénographiques. L'enjeu, c'est de créer des espaces scénographiques, de mettre par exemple à la disposition des joueurs, des utilisateurs ou des enfants, des briques, des Lego, c'est des systèmes programmés, des objets programmés, des architectures spécifiques que vous avez, alors que vous avez pris du temps à développer, créer, ou vous avez fait créer, qui vont lui permettre lui-même de s'en emparer et de créer ses propres espaces. Puisque la partie ludique, en fait, c'est lui qui l'a créé. C'est l'utilisateur qui se crée son propre univers. Et donc le travail de metteur en scène, le travail de créateur dans les métaverses, c'est de fournir aux utilisateurs les outils, les dispositifs, les accessoires qui vont lui permettre de créer son propre espace vidéoludique. Et vous pouvez être certain que l'enfant, il adore ça. L'enfant, il adore qu'on lui donne des Lego, des objets qui vont lui permettre de raconter sa propre histoire au sein du métaverse. Je l'ai vu faire, c'est-à-dire que dans Second Life, j'avais créé des dispositifs, installé des dispositifs, et j'avais mis en place une scénographie qui induisait un certain type de comportement. Et la chose extraordinaire, par exemple, je vous donne une piste, c'est que donc je mets en place ce dispositif, je fais la première fois la chose pour des visiteurs, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de visiteurs dans mon espace, à cause de la multiplicité de ces dispositifs, et je faisais des mises en scène, je faisais visiter, et il y avait des événements qui étaient déclenchés par les dispositifs, en rapport avec la scénographie que j'avais imaginée. Et quelques temps plus tard, j'ai vu des visiteurs reproduire mon scénario avec des variantes en utilisant exactement le même chemin, le même trajet que j'avais mis en place, mais en racontant leur propre histoire à travers mon dispositif. Et donc le travail de metteur en scène et de scénographe dans les métaverses, c'est ça. C'est à la fois de la mise en place de dramaturgie, mais aussi la mise en place de la possibilité pour l'utilisateur de s'en emparer, pour se l'approprier et raconter sa propre histoire. C'est de l'empowerment, comme je vous le disais au tout début, c'est une forme d'empowerment créatif. L'empowerment créatif, c'est maintenant un peu, ça va devenir, ça j'en suis convaincu, une expertise, un métier. C'est-à-dire de fournir les éléments, les outils favorisant l'empowerment créatif des utilisateurs. Voilà, au revoir. Bon, je suis terriblement bavard, je ne peux même pas m'empêcher à la fin de la conférence d'en rajouter en distanciel. À bientôt.